Donc nous sommes le 27 janvier 2022 et je vous espère tout à fait en pleine forme. Alors cette conférence, faire grandir ses collaborateurs dans l'unité, elle prend vraiment tout son sens aujourd'hui, quand par exemple, des jeunes quittent leur job, pourtant bien payé et qui correspond à leurs études, mais tout simplement parce qu'ils ne trouvent pas de sens dans ce qu'ils font ou qu'ils se sentent un numéro dans l'organisation. Et bien sûr, on ne fait pas grandir un numéro. D'ailleurs, ce ne sont pas seulement les jeunes qui vont ailleurs, qui cherchent, à traverser la rue, comme diraient certains. J'entends de plus en plus de gens qui quittent leur job à n'importe quel âge pour vivre autre chose, pour vivre quelque chose qui a plus de sens pour eux. Eh bien, c'est en lien immédiat avec faire grandir ses collaborateurs dans l'unité, même si pour l'instant, ça ne vous semble peut-être pas évident. Donc, rien que pour vous parler de mon cadre familial, j'ai 5 enfants qui vont de 25 à 32 ans et j'ai 3 gendres en plus. Et parmi ces 8 personnes, 4 d'entre elles ont quitté leur job fin 2021 ou début 2022 pour cette raison. Ils ne se sentent pas progresser dans leur entreprise. Ils ne se sentent pas grandir dans leur entreprise. Et que, bien qu'ils évoquent, cette question avec, leur manager rien ne change. Et 2 autres de ces 8 personnes rêvent de changer et quand à cet âge-là, on rêve de changer, bien évidemment, c'est ce qui va probablement arriver. Alors encore en ce moment, d'ailleurs, j'accompagne plusieurs personnes pour ce sens qu'elles souhaitent trouver dans leur travail, le sentiment d'inutilité, la perte de motivation. L'une d'entre elles, la cinquantaine, 27 ans dans la même entreprise. Cette personne vient de changer de job avec une perte conséquente de salaire pour un job qui a du sens pour elle. Pourquoi en arrive-t-on là et comment éviter cela? Je ne parle pas seulement pour les salariés eux-mêmes, pour les personnes qui quittent, et qui souffrent de cette situation, mais aussi pour les managers, pour les patrons qui voient leurs collaborateurs de valeur s'en aller ou se démotiver, ne plus avoir l'énergie, ne plus avoir la niaque. Alors, voilà, alors le mode de fonctionnement, au cours de cette conférence, je vais vous expliquer pourquoi et comment faire grandir ses collaborateurs dans l'unité. Bien sûr, chaque cas est particulier, chaque entreprise a ses spécificités. C'est en tout cas l'expérience que j'en ai et je ne peux malheureusement pas traiter dans cette conférence de votre cas particulier, bien que je sois persuadé qu'il mérite un grand intérêt. C'est pourquoi, comme vous en avez l'habitude maintenant, j'illustrerai mon propos par des situations que j'ai vues, des réalités que j'ai constatées. Heu, alors je me réjouis déjà d'avoir, pu discuter avec certaines et certains d'entre vous puisque, après votre inscription, j'ai eu l'occasion d'évoquer avec certains les situations précises. Donc il y a celles et ceux d'entre vous que je n'ai pas eu l'occasion d'avoir entre deux. Donc, je sais que ça peut poser pour vous-même, pour vos collaborateurs, un problème que de savoir pourquoi ces personnes, ces collaborateurs ou vous-même, vous avez envie de quitter votre job. Donc, bien sûr, si vous avez besoin d'avancer sur ce sujet-là, parce que vous rencontrez des difficultés et si vous vous sentez bloqué, notamment pour accompagner des collaborateurs, pour les garder. Si vous ne savez pas par où démarrer, je vous invite à cliquer sur le lien en tête du chat, ou bien sur, le bouton rouge, en fait, «Prendre rendez-vous» et ce qui se passera, c'est que vous allez réserver, 1/4 d'heure, en fait, un entretien avec moi pour que nous regardions vraiment dans votre cas personnel comment le faire. Et ça, franchement, si vous êtes dans cette situation, bien faites-le. C'est vraiment le plus petit pas que vous puissiez faire aujourd'hui pour avancer sur ce sujet qui vous tient à cœur. Alors, pourquoi faire grandir ses collaborateurs dans l'unité? C'est certainement une bonne question puisqu'il existe un certain nombre de patrons, de managers qui ne se soucient, mais alors pas du tout, de faire grandir leurs collaborateurs. Dans leur esprit, ils ne sont pas là pour ça, ni le collaborateur d'ailleurs. On est tous là pour travailler et les chefs sont là pour obtenir des résultats. Alors pourquoi voulez-vous faire grandir les collaborateurs dans l'unité? Eh bien grandir, c'est le sens même de la nature, c'est le sens même de la vie. Regardez autour de vous. Les plantes, les animaux ne cessent de croître, de pousser, de grandir, de s'épanouir quand ils ne sont pas mangés. Croissez et multipliez-vous, lit-on dans la Genèse.
Alors, j'ai envie de vous prendre une image bucolique et tout à fait normande, puisque c'est ma patrie d'adoption. Si vous voulez avoir de belles pommes pour faire votre cidre, vous avez le droit de penser qu'il vous suffit de connaître le rendement d'un pommier, d'évaluer, de planter la quantité de pommiers dans votre verger pour obtenir le tonnage dont vous avez besoin. Mais si vous ne préparez pas la terre, si vous ne protégez pas le pied de vos pommiers, si vous ne soignez pas vos arbres, si vous ne les préservez pas des oiseaux, des vers, si vous ne taillez pas pour canaliser la sève, ben ne soyez pas surpris de récolter moins que votre quantité prévisionnelle. Si en réponse à ce résultat décevant, vous multipliez le nombre d'arbres sur la même surface, effectivement, mathématiquement, pour compenser, ça devrait marcher. Eh bien, en dégradant du même coup les conditions de vie des premiers pommiers, ils ont un peu moins de place pour s'épanouir. Et qu'en plus, vous leur consacriez moins de temps, moins de soins, ou pire encore, que vous les délaissiez, eh bien, vous constaterez certainement aucune amélioration durable. Pourtant, c'est bien ce que font certains managers et dirigeants. Ils s'intéressent davantage aux résultats économiques qu'aux personnes, davantage aux fruits qu'à la plante elle-même. J'allais dire, c'est bien normal, ils ne sont payés que pour ça, que pour les résultats économiques. Donc, ils négligent la connaissance, la reconnaissance des collaborateurs, oubliant l'engrais de la formation, procrastinant l'arrosage de l'information, délaissant le terreau de l'évaluation et de la progression, etc. En fait, ce qu'ils négligent en faisant cela, c'est la motivation des collaborateurs. Et le calcul est simple. Plus on est motivé et plus on a de résultats, alors que c'est bien moins le cas quand on est contraint et qu'on fait les choses sans motivation. En réalité, je ne jette pas la pierre à ces dirigeants, à ces managers. En effet, s'ils agissent comme cela, c'est très probablement avec une bonne intention, ou en tout cas sans mauvaise intention particulière. La seule chose qu'ils semblent avoir oubliée, eh bien, c'est qu'il y a 3 dimensions au travail. Et il semble que la seule dimension qu'ils connaissent, et sûrement la seule qui a été portée à leur connaissance, c'est la dimension objective du travail. En réalité, comme je vais vous le démontrer, on a tout intérêt à prendre conscience de ces 3 dimensions du travail que je vais vous définir, car elles sont indissociables. Et la meilleure preuve, c'est que dans les entreprises où elles ne sont pas prises en considération, la performance, l'efficacité, la qualité de vie au travail sont gravement détériorées. Nous allons voir toutes les vertus, tous les bénéfices de cette prise en considération sur les résultats de l'entreprise. Alors maintenant, quelles sont ces 3 dimensions du travail et dans quelles situations concrètes la démonstration a été faite qu'il est profitable, efficace de leur porter une grande attention? Donc la première dimension, je vous l'ai dit, c'est la dimension objective du travail. Qu'est-ce que la dimension objective du travail? Eh bien, c'est tout simplement ce que nous produisons. C'est l'objet même de ce que nous produisons, ce que nous fabriquons, le service que nous vendons. C'est finalement ce que le client achète à l'entreprise. Et cela, voyez-vous déjà, c'est un levier pour faire grandir les collaborateurs. Pour l'illustrer, nous allons visiter virtuellement l'une des imprimeries du groupe Oberture que j'ai bien connue. Dans les années 70, cette imprimerie, qui est située sur la côte normande, avait pour clients des entreprises de toute nature et produisait ce qu'on appelle du papier listing. Alors, les plus jeunes d'entre vous ne savent probablement pas ce que c'est. Le papier listing, je vous ai mis la photo parce que ça va être plus simple de le comprendre. Il s'agit de bandes de papier de 50 cm de large, ou plus ou moins, et de plusieurs centaines de mètres de long pliés en accordéon. Et cela, on appelait ça des paravents de papier listing. Les clients les utilisaient dans des imprimantes en continu, souvent matricielles, pour imprimer des tableaux de comptabilité, des programmes informatiques, etc. C'était bien avant les imprimantes couleur, jet d'encre ou laser. Et dans cette imprimerie, on déposait, comme vous le voyez ici, une impression de lignes horizontales, souvent bleues, parfois vertes, sur tout le papier, pour se repérer plus facilement dans les tableaux
ou dans les programmes informatiques sur la ligne. Le papier était ainsi imprimé, mis en paravent, et il se vendait quasiment au poids. La valeur ajoutée était très faible. Si faible même que je me suis laissé dire que parfois on oubliait de mettre de l'encre sur le papier et que le papier partait tout de même chez le client. Et donc, les gens ne se plaignaient pas. Et c'était le produit principal de cette imprimerie dont je vous parle. Et puis, dans les années 80, à l'occasion de la reprise de cette imprimerie par un groupe spécialisé dans les documents sécurisés, je veux dire par exemple des billets de banque, eh bien, cette imprimerie a été choisie pour imprimer ce qu'on appelle du fond de chèque. Donc, le fond de chèque, c'est ce qui est imprimé en couleur avec des encres de sécurité sur votre chéquier bancaire, si vous en avez encore un, puisque là aussi c'est en perte de vitesse, mais je vous parle des années 80. Les données variables, votre nom, votre adresse, votre numéro de compte, sont portées dans un second temps, après l'impression couleur, et c'est en général importé sur des imprimantes numériques. Jusqu'au début des années 2000, cette imprimerie était considérée dans le groupe Ouverture comme un site de second plan. Et même pour certains, c'était presque la honte des imprimeurs. Il faut dire que dans le groupe, il y avait aussi une imprimerie de billets de banque, un fleuron de l'industrie française. Cette mauvaise réputation, comme aurait dit ce cher Brassens, était due aussi bien à la faible technicité des produits réalisés qu'à la médiocre qualité dont cette imprimerie s'était rendue coupable par le passé. Et difficile de changer une image aussi tenace. Le président lui-même du groupe s'étonnait que cette imprimerie fasse toujours partie du groupe et il ne s'en cachait pas vis-à-vis du directeur du site. Les employés eux-mêmes avaient fini par s'imaginer qu'ils étaient incapables de sortir des produits plus nobles. Puis, vers le milieu des années 2000, à la faveur d'un nouveau directeur de la division à laquelle cette imprimerie normande appartenait, eh bien, une impulsion a été donnée pour aller chercher de nouveaux marchés. Des chèques cadeaux à valeur faciale, des documents officiels pour des pays d'Afrique, des diplômes, des récépissés de taxes, des contraventions, etc. Peu à peu, les défis se sont relevés et les produits également sont devenus plus complexes, ils se sont complexifiés. Un jour, un ministre africain et ses conseillers sont venus pour visiter le site et solliciter le travail sur la sécurisation d'un produit spécial de recettes fiscales du pays. C'est ce qu'ils appellent la taxe de circulation des véhicules. Alors, le directeur du site et le directeur commercial Afrique ont animé la réunion permettant de comprendre comment cette taxe était perçue, quel était l'imprimé qui était utilisé. Alors, à l'époque, en Afrique, le récépissé de cette taxe était tout simplement une sorte de ticket aussi banal qu'un billet de tombola issu d'un carnet à souche. Une faille apparaissait aux yeux du directeur d'usine, mais comment faites-vous, monsieur le ministre, pour vérifier qu'un véhicule stationné est en règle et si vous devez effectivement demander au conducteur de produire le document lors d'un contrôle et que ce conducteur n'est pas dans son véhicule? Cher monsieur, c'est impossible. On ne peut pas vérifier sur un véhicule dont le conducteur n'est pas présent. Alors, le directeur du site se souvenait qu'en France, jusqu'en 1999, eh bien, il y avait la fameuse vignette auto que certains parmi vous ont connue, que l'on collait sur le pare-brise à l'intérieur de la voiture pour éviter de se la faire chipper. Et donc, il proposa ce type de vignette auto au ministre pour qu'on voit si le véhicule et le conducteur s'étaient acquittés de la taxe. Alors le ministre s'est frotté les mains en voyant les conséquences bénéfiques pour la lutte contre la fraude fiscale automobile dans son pays. Après quelques séries d'essais pour industrialiser le produit dans l'atelier, eh bien l'imprimerie réussit à concevoir et à produire cette vignette auto africaine. Le directeur de division a vu dans cette innovation interne le symbole d'une ère nouvelle pour cette imprimerie. Là, on venait de franchir un bond en avant technologique. Le sujet a fait le tour du groupe, tant et si bien que le directeur de l'imprimerie de billets de banque, celui qui se moquait donc de l'imprimerie de paravent, est venu visiter cette petite imprimerie de labeur de seconde zone et a félicité le personnel et l'encadrement pour les produits particulièrement complexes qui sortaient de leurs ateliers et que sa propre imprimerie était finalement incapable de fabriquer. Il devait le reconnaître. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer la fierté qui s'est dégagée
des collaborateurs de cette imprimerie de seconde zone. Une fierté telle que la motivation a grandi au sein du personnel, que beaucoup ont rivalisé d'idées nouvelles, d'amélioration, de montée en niveau de qualité. Une fierté qui laisse en arrière les mauvais ressentis, les croyances négatives. Une fierté qui fait qu'on regarde son site différemment et qu'on redresse la tête. Ça, c'est la dimension objective du travail par le produit lui-même. La deuxième dimension, c'est la dimension subjective. Le travail a une dimension subjective car lorsqu'un collaborateur produit, fabrique, fournit un service, eh bien, il se réalise lui-même. Ou pour être plus précis, l'activité même du collaborateur contribue à le faire évoluer lui. Le sujet du travail, c'est-à-dire celui qui travaille, d'où la dimension subjective du travail, eh bien le sujet du travail, celui qui travaille, est transformé par son travail. D'une façon ou d'une autre d'ailleurs. Je n'ai pas envie de dire en bien ou en mal, mais peut-être de manière agréable ou désagréable, satisfaisante ou insatisfaisante. Typiquement, en fait, quand ce travail est reconnu, eh bien, la personne va se transformer de manière positive, de manière satisfaisante. Vous le savez, chacune de nos expériences, chacune de nos interactions avec une personne contient en elle-même le germe d'une remise en cause ou d'une confirmation, d'une adaptation ou d'un dépassement de ce que nous sommes, de ce que nous faisons. Il nous appartient de faire fructifier ces germes pour que véritablement nous passions un cap, nous grandissions. Alors c'est évident, il y a des interactions qui sont plus propices que d'autres à nous faire évoluer. Dans cette imprimerie, puisque ce sera l'illustration de ce deuxième exemple, de cette deuxième dimension, il y avait un conducteur de presse offset d'une quarantaine d'années, que j'appellerai Jacques pour éviter de citer son nom. Jacques travaillait dans l'entreprise depuis une bonne vingtaine d'années. Il avait déjà, pour ainsi dire, son bâton de maréchal, puisque c'était un conducteur expérimenté qui savait travailler sur toutes les machines du parc. Les presses en continu, c'est-à-dire les machines qui impriment des bobines de papier pour en faire des paravents ou d'autres bobines de papier imprimées, étaient clairement le matériel de base de cette usine. Dans la diversification des produits et des productions que la direction avait souhaité, eh bien, cette direction avait pour projet d'intégrer des presses feuilles. Pour initier cette diversification prometteuse en termes de volant d'affaires, et compte tenu du poids des investissements dans le domaine de l'imprimerie, la décision avait été prise de rapatrier d'un autre site de production 3 machines, une presse offset feuille, une numéroteuse feuille pour numéroter des billets, des pages de passeport, et une sérigraphieuse feuille. Alors, bien sûr, absolument personne dans l'usine ne savait faire tourner une machine de sérigraphie, encore moins une numéroteuse. L'impression feuille elle-même et l'impression en continu sont 2 mondes très, très différents. Un peu comme vous parleriez de l'ophtalmologiste et du chirurgien cardiaque en médecine, enfin, j'imagine. Pourtant, c'était bien parmi le personnel de l'entreprise qu'il fallait choisir la personne qui pourrait conduire ce type de machine à l'avenir. Alors, comme vous l'avez certainement compris, le choix s'est porté sur Jacques, parce qu'il réunissait un certain nombre de qualités. Un sens technique, une implication, du sérieux, de la conscience professionnelle et, à une quarantaine d'années, sa jeunesse. Et donc, le directeur et le chef d'atelier l'ont convié à un entretien pour évaluer sa motivation dans ce type de projet. Dans un premier temps, Jacques n'était pas très chaud pour s'engager dans le projet, mais finalement, comprenant la nécessité de répondre positivement pour le site de production, à ce besoin de diversification et acceptant les arguments développés par le chef d'atelier et le directeur, eh bien, Jacques a fini par accepter, sans pour autant cacher ses craintes de ne pas y arriver, puisqu'il lui fallait sortir de sa zone de confort, de sa zone d'expertise, et en quelque sorte devoir recommencer à zéro, redevenir l'apprenti au sein d'un atelier dont aujourd'hui il était l'un des hommes forts, si j'ose dire. Ce fut l'occasion, bien sûr, pour la direction de lui redire avec conviction la confiance qui lui était accordée et qui d'ailleurs motivait ce choix.
Il ne s'agissait pas du tout de mettre Jacques en difficulté, mais bien de le soutenir pour qu'il réussisse dans ses nouvelles fonctions. Concernant l'installation de ces machines, un planning fut dressé et un temps avait été aménagé pour que Jacques puisse se former dans l'atelier où la machine était encore en fonction avant le déménagement. Alors finalement, le jour arriva où Jacques devait partir pour l'autre imprimerie pour se former, y passer une semaine. Alors c'était un lundi et la production avait été organisée en tenant compte de l'absence de Jacques pour une semaine. La journée commença comme prévu, jusqu'à l'appel téléphonique que reçut le directeur vers 10 heures. Et il fut informé que Jacques ne s'était pas présenté sur le site distant. Alors, le directeur n'en revenait pas parce que c'est un homme sérieux, en fait, donc c'est pas possible. Alors, il lui est arrivé un accident. Renseignement pris, Jacques n'était finalement pas parti de chez lui. Il était prostré dans son salon en crise d'angoisse par rapport à ce nouveau projet. Alors, le directeur interloqué lui a demandé de venir le rejoindre sur son site pour voir ce qui se passait. Au cours de l'entrevue, Jacques s'est exprimé sur le fait que c'était au-dessus de ses forces, qu'il était navré de décevoir sa direction, mais qu'il sentait bien au fond de lui-même qu'il ne pourrait pas y arriver. Mais le directeur n'en était pas du tout convaincu. Il lui proposa la chose suivante. Eh bien, Jacques, si vous le voulez, je vais vous proposer une période de 3 mois pendant laquelle on va tout de même essayer. Essayez. Ne vous mettez aucune pression. Nous ne vous en mettons pas. Faites simplement de votre mieux. Avancez à votre rythme. Moi, je souhaite vous donner les moyens pour que vous puissiez apprendre dans les meilleures conditions. Et puis, si effectivement, au bout de 3 mois, c'est au-dessus de vos forces, eh bien, aucun souci. Vous réintégrerez votre place sans aucun préjudice et les choses reprendront leur cours. Est-ce que ça vous convient? Donc, Jacques a accepté le deal et l'après-midi même, il est parti pour l'autre site afin de commencer sa formation sur la numéroteuse. Durant ces 3 mois, le directeur et le chef d'atelier ont pris un soin particulier à regarder l'évolution de l'apprentissage de Jacques, à entendre ses difficultés, à lui apporter tout leur soutien, notamment sur la mise en place d'améliorations techniques et aussi pour conforter la formation par quelques périodes du formateur sur place. À l'issue de ces 3 mois, Jacques, le chef d'atelier et le directeur ont fait un bilan. Jacques reconnut que ça se passait finalement mieux qu'il ne le craignait. L'encadrement a renouvelé sa confiance. On reconnut également que s'il n'était pas arrivé encore au niveau de maîtrise satisfaisant, il y avait d'une part des raisons techniques, d'où les améliorations, mais d'autre part un effort de formation plus conséquent à mettre en place, puisque ça dépend un peu des personnes. D'un commun accord, ils ont redonné 3 mois supplémentaires à Jacques et ils étaient tous finalement assez confiants dans la réussite du projet. À l'issue de cette deuxième période, le directeur, le chef d'atelier et Jacques ont convenu ensemble que les choses s'étaient plutôt bien passées et ils ont confirmé l'affectation de Jacques sur cette machine. Et ils ont également accédé à une demande de Jacques qui était d'accepter que celui-ci puisse revenir régulièrement sur les machines qu'il connaissait bien pour ne pas perdre sa polycompétence. Plus d'1 an après, au moment où on fêtait le départ du directeur de l'entreprise, Jacques est venu le voir pour le remercier d'avoir cru en lui et de lui avoir offert cette opportunité de progresser au sein de l'entreprise. Son directeur lui répondit: «Jacques, c'est moi qui vous remercie d'avoir cru en moi et surtout d'avoir cru en vous. Vous verrez dans le temps que vous allez former des personnes sur cette numéroteuse et ce sera encore pour vous une autre fierté, une fierté supplémentaire.» Au travers de cet exemple vécu, il ressort de façon flagrante, enfin j'espère que vous en convenez, que l'un des rôles du manager est d'accompagner les collaborateurs dans leur développement, même si ceux-ci doutent des fois de leur capacité, de leur propre capacité. Les parents qui poussent leurs enfants pour les faire progresser ne font rien d'autre que leur travail de parents. De la même manière, les managers qui stimulent leurs collaborateurs pour qu'ils progressent ne font rien d'autre que leur job de manager. C'est un travail qui demande patience, foi en l'autre, respect et persévérance.
Mais voyez le fruit, l'accomplissement, la motivation, la montée en compétences, la transmission même du savoir-faire. Voilà. La deuxième dimension, c'est la dimension subjective du travail. Et puis, la troisième dimension, eh bien, c'est la dimension collective du travail. Personne ne travaille seul. Nous sommes tous dans la relation avec des collaborateurs, avec un manager, avec des collègues, avec des clients, avec des fournisseurs. Eh bien, pour illustrer mon propos sur la dimension collective du travail, je pourrais bien sûr vous parler du projet de certification ISO 9000 dans cette imprimerie, dont j'ai déjà cité les deux exemples précédents, qui a été véritablement un projet fédérateur de cette entreprise. Mais je préfère vous parler d'un projet d'entreprise alors absolument extraordinaire. Il s'agit d'un projet de retournement d'entreprise à l'occasion de la reprise par un nouvel actionnaire. En 2019, le groupe France Terme rachète la Compagnie de Vichy. Compagnie de Vichy, alors constituée de plusieurs hôtels, d'un spa, de thermes, de filiales et de contrats liés à la marque Vichy. Près de 350 salariés. Mais cette entreprise de plus d'un siècle et demi doit son équilibre financier à la concession par l'État de l'exploitation de l'eau de Vichy. La pérennité de cette concession, elle n'est pas garantie au-delà de 10 ans. Dans 10 ans, elle tombe. Le personnel s'est habitué à cette situation de perte d'argent et d'équilibre par la concession de l'État. Situation qui interdit l'espoir d'investissement depuis des années. Situation qui consacre une culture de filiales qui travaillent en silo, chacune des unités, en fait, étant cloisonnée. Pour vous dire des inégalités de traitement entre collègues du même groupe, mais de filiales différentes, viennent couronner une ambiance fort peu stimulante. Des collègues qui, parfois, travaillent dans le même bureau, mais font partie de deux filiales différentes et qui ne sont pas traités de la même manière. Comment bâtir une dynamique autour d'un projet d'entreprise qui peut sembler mais complètement utopique pour un personnel qui est désabusé? Eh bien, telle fut la question qui s'est posée aux consultants que le repreneur avait choisi pour piloter le projet de retournement culturel. Le consultant déploya un coaching d'organisation. Il forma un comité de pilotage à partir du collectif de 12 hommes et femmes top managers de la société, les patrons des différentes unités et de certains services transversaux. Puis, ensuite, il était question d'impliquer directement sur les 350 personnes, 100 personnes, 10 groupes de 10 collaborateurs qui furent les ambassadeurs de la démarche. Chaque groupe fut piloté par un des top managers institués comme pilote du groupe. Chaque groupe d'ambassadeurs avait pour mission de participer à la réflexion et à la construction successive de la vision, les axes stratégiques, des objectifs opérationnels à atteindre et des actions concrètes à mener. Pour alimenter les réflexions, chaque ambassadeur apportait bien sûr sa propre expérience, son propre vécu du quotidien, mais également les fruits de l'interaction avec 2 filleuls parmi les 250 autres membres. Chacun des ambassadeurs, 2 filleuls, et effectivement, avec 100 ambassadeurs, on a à peu près les 250 qui sont couverts. Certains avaient 3 filleuls. Les groupes de travail étaient volontairement hétérogènes pour décloisonner les business units. Le consultant s'est tout d'abord employé à fédérer le comité de pilotage, puis à accompagner chacun des pilotes à l'animation d'un groupe, l'impliquant de fait dans ce projet collaboratif. Le fait même de participer, de devoir dynamiser les ambassadeurs, eh bien, contribua largement à convaincre le top management, initialement dubitatif, le convaincre de la faisabilité de cet incroyable projet. Les ambassadeurs furent convaincus par contagion lors des séances des groupes de travail.
Et les filleuls ont attrapé le même virus de l'enthousiasme au contact des ambassadeurs et dans l'interaction ambassadeur-filleul. Tant et si bien que le projet, auquel très peu osaient croire au démarrage, a donné une formidable matière depuis la vision partagée jusqu'au plan d'action à 3 ans, de plus de 150 actions réparties dans une vingtaine d'objectifs opérationnels. La présentation de ce plan d'action s'est faite le 30 juin 2021, 30 juin dernier, à l'Opéra de Vichy, en présence du maire de Vichy, de près de la moitié du personnel. L'autre moitié assurait pendant ce temps l'activité dans les établissements de l'entreprise et a bénéficié du coup d'une vidéo de cette présentation pour eh bien, participer à distance en quelque sorte et en temps et en espace à cette réunion de clôture et cette présentation. Lors du cocktail de la clôture de la journée, j'aurais voulu que vous voyiez les collaborateurs les plus incrédules au démarrage, 2 ans plus tôt, ces collaborateurs avoir le sourire et démontrer leur confiance dans l'avenir de l'entreprise. Là encore, la motivation pour ce projet, le sens que prenait leur contribution à ce projet, ont rejailli de façon indéniablement positive sur le quotidien de leur travail. Et l'ambiance qui y régnait démontrait avec force que la fusion des 2 entreprises était maintenant vécue dans la joie et dans la confiance réciproque. Alors, ce que démontrent ces 3 exemples, chacun dans sa réalité de dimension spécifique du travail, c'est qu'il y a véritablement 3 leviers de motivation extrêmement puissants, qui ne sont pas toujours actionnés par le manager, alors même que ce sont des leviers qui sont inscrits dans la nature humaine. La dimension objective du travail, je produis quelque chose. La dimension subjective du travail, je produis quelque chose. Et la dimension collective du travail, je contribue à ce que nous produisions. Ignorer ces 3 dimensions, ne pas les prendre en considération, c'est bien sûr manquer au respect managérial, mais c'est aussi passer à côté de la plus grande performance. Voilà pourquoi la question qui se pose n'est pas tant de savoir, si vous l'avez compris, s'il faut déployer les 3 dimensions du travail. Non, la vraie question, c'est comment déployer ces 3 dimensions du travail. Car bien loin de prendre du temps ou de perdre du temps, il s'agit véritablement de consacrer ce temps pour qu'il rapporte à hauteur de 30, 60 ou 100 pour 1. Et ce comment, bien, vous en avez vu des exemples. Maintenant, si vous avez compris que faire grandir ses collaborateurs est véritablement une clé d'efficacité, et si les exemples qui ont illustré mon propos vous ont expliqué comment mettre en valeur ce principe, bien sûr, chacun dans son contexte, et si vous voulez savoir comment vous y prendre dans votre cas, si vous, en tant que dirigeant, en tant que manager, vous voulez vraiment aller plus loin dans cette prise en considération et cette déclinaison des 3 dimensions du travail dans votre entreprise, dans votre service, eh bien, je vous invite à poser vos questions dans le chat et surtout à réserver votre entretien avec moi, un entretien bien sûr gratuit, en cliquant sur le lien en haut du chat ou sur le bouton rouge, cliquez ici en haut de l'écran. Et vous pourrez véritablement travailler avec moi votre façon de vous y prendre pour votre cas spécifique. Et je vous remercie de votre attention.